Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un président affaibli, de plus en plus isolé et imprévisible, et qui n'est plus à l'écoute de ses fidèles. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron est régulièrement décrit en secret par son entourage dans la presse, notamment depuis qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 2024. Dans un livre publié cette année, le 3 avril, Olivier Beaumont, le chef adjoint du service politique du Parisien, raconte à travers des dizaines de témoignages et d'anecdotes comment 8 années au palais de l'Élysée, avec son pouvoir, son protocole et ses courtisans, ont profondément changé le plus jeune président de la Ve République. Olivier Beaumont signe La tragédie de l'Élysée chez Robert Laffont et il est notre invité aujourd'hui dans Code Source. Olivier Beaumont, j'aimerais commencer cet épisode par une scène que vous racontez dans votre livre. Ça se passe le 15 mai 2017. Emmanuel Macron est le nouveau locataire de l'Élysée depuis moins de 24 heures et au matin, il convoque sa garde rapprochée, ses plus proches conseillers pour les mettre en garde. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit de ne pas se laisser envahir par le faste du lieu, de ne pas se laisser impressionner par ces murs tricentenaires qui ont été occupés par d'illustres prédécesseurs. C'est un avertissement pour leur dire attention, ne vous endormez pas sur vos lauriers, soyez très vigilants. Et ça a été perçu par tous ceux qui étaient autour de la table comme une façon de leur dire allez hop, maintenant tout le monde au boulot. Alors vous allez nous raconter dans cet épisode de Code Source des temps forts des quinquennats d'Emmanuel Macron, mais aussi quelques coulisses de ce palais. Un palais que les Français connaissent très peu, ils ont l'occasion de le visiter une fois par an pendant les journées du patrimoine. Un palais qu'un de vos témoins qui a arpenté ses couloirs décrit comme une maison mal foutue. Pourquoi il dit ça ? Oui, c'est une maison labyrinthique. L'autre nom du palais de l'Élysée, c'est l'hôtel d'Évreux. En fait, l'hôtel d'Évreux, c'est le nom original du bâtiment principal qui, au fur et à mesure des époques, s'est agrandi avec quelques appendices, des annexes. Et aujourd'hui, c'est une maison qui fait 11 000 mètres carrés. Il y a 365 pièces, donc autant de salons, de bureaux, de sous-pentes et de souterrains aussi. Et tous ceux qui arrivent, qui y travaillent pour la première fois, disent toujours qu'il faut au moins une semaine pour apprivoiser les lieux, pour ne pas s'y perdre. Pour aller d'une aile à l'autre, il faut quasiment 5, 6, 7 minutes. Donc c'est très très long, c'est très labyrinthique et c'est une maison qui n'est pas faite pour la fluidité du travail. La première fois qu'Emmanuel Macron s'installe à l'Élysée, en mai 2012, ce n'est pas en tant que président, mais en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée. François Hollande est le maître des lieux à ce moment-là. Emmanuel Macron a, lui, 34 ans. Et comme à chaque fois qu'une nouvelle équipe débarque, chacun joue des coudes pour essayer d'avoir le meilleur bureau ou le mieux placé. Que fait Emmanuel Macron à ce moment-là ? Il a une attitude qui va en faire sourire quelques-uns. Alors, ils sont peu à le connaître encore. Il a 34 ans, il vient du milieu du monde de la banque. Et Pierre-René Lemas, le secrétaire général de l'Élysée, convoque tous les conseillers, les chefs de cabinet, les secrétaires généraux adjoints pour faire une sorte de répartition des bureaux parce que c'est une tradition, il y a toujours une guerre, une bataille des bureaux au moment des installations des nouvelles équipes. Et au milieu de cette foule, il lève la main et il dit de manière un peu désintéressée non, mais vous embêtez pas pour moi, je prendrai le petit bureau qui est au second étage, dans l'angle là, ça m'ira très bien. Bon, et sauf que ce petit bureau dont il parle n'est pas n'importe quel bureau, c'est une pièce qui, peu le savent, mais qui est très convoitée parce qu'elle est très bien située, elle est à l'angle du palais avec une vue sur le jardin assez incroyable, très lumineuse. Il y a un escalier qui permet d'accéder à ce bureau sans que ça soit vu d'autres interlocuteurs, notamment du chef de l'État. Et pendant les semaines et les mois qui vont suivre, il reçoit des chefs d'entreprise, il reçoit des membres du gouvernement, dont certains sont déjà en tension avec François Hollande. Il reçoit aussi des journalistes à qui il accorde parfois même des longs entretiens, des portraits qui lui sont consacrés. Et ça va lui permettre comme ça de commencer à bâtir cette légende de lui à l'Élysée avant qu'il ne soit élu président de la République. Et il reçoit beaucoup de monde, mais dans le dos de François Hollande qui le prend très mal quand il finit par le découvrir.
François Hollande va très vite nourrir un sentiment de jalousie à l'endroit d'Emmanuel Macron. Il comprend que le bureau d'Emmanuel Macron est le bureau où il faut aller, et c'est là que vont très très vite en fait apparaître les premières tensions entre les deux, qui vont conduire d'ailleurs au bout de 2 ans au départ d'Emmanuel Macron. Le 15 juillet 2014, une fête de départ est organisée dans les jardins de l'Élysée pour Emmanuel Macron, qui quitte son poste au Palais pour devenir ministre de l'économie et des finances. Quelle est l'ambiance pendant cette réception ? L'ambiance elle est particulière parce que déjà Emmanuel Macron il a convié quasiment tous les personnels du Palais de l'Élysée, c'est assez rare pour être noté. L'ambiance est plutôt bon enfant comme cela en surface, mais il y a des petites piques qui sont envoyées par les uns et par les autres. François Hollande dit de manière un peu amusée, ah bah oui vous savez si on augmentait les impôts c'est sa faute, alors rire dans la salle. Et puis Emmanuel Macron prend ensuite la parole en lui disant malgré tout qu'il restera toujours loyal à François Hollande, en lui disant que si un jour vous avez besoin de moi, je serai là, et que où je serai, je resterai toujours vigilant et je pourrai revenir. Il ne croyait pas si bien dire parce qu'effectivement, 3 ans plus tard, il reviendra, mais par la grande porte cette fois-ci. Selon les résultats désormais définitifs, Emmanuel Macron a été élu à 66,1%. Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle le 3 mai 2017 et le 14, donc, il arrive à l'Élysée avec toute une bande de jeunes conseillers qui l'a porté au pouvoir. Une bande surnommée les Mormons, et vous racontez dans ce livre que leur arrivée donne d'ailleurs lieu à quelques couacs avec Brigitte Macron, puisque ces Mormons, au moment de se répartir les bureaux au palais, oublient au départ d'en attribuer un à la première dame. Vous rappelez aussi que dans les premiers jours du quinquennat, le couple Macron ne veut pas vivre au palais. Oui, c'était un choix. Brigitte Macron voulait rester dans les appartements qu'il louait rue Claire, dans le 7e arrondissement. Mais en fait, très très vite, ils vont se rendre compte au bout d'une semaine que pour le voisinage, c'est infernal parce qu'il y a beaucoup de curieux qui se massent au pied de l'appartement pour essayer de les croiser, tenter de faire une photo quand le soir ils rentrent dans leur domicile. Et donc pour les riverains, pour les commerçants, ça devient très vite insupportable. Et donc ils le font savoir à la première dame qui va s'exécuter et qui va leur dire « Ne vous inquiétez pas, nous allons déménager ». Et donc ils prennent la décision de s'installer à l'Élysée, dans cette partie qui est située à l'aile est du palais, dans les appartements privés. Et donc c'est une succession de 2 pièces, dans un logement qui fait environ 160 mètres carrés, et dans lequel ils ne vont quasiment apporter aucun effet personnel. Ils vont juste procéder au remplacement de la literie, ils vont ramener quelques photos, mais en fait tout le mobilier va rester dans un garde-meuble ou va être déménagé dans leur maison du Touquet. Lorsqu'il s'installe à l'Élysée en tant que président, Emmanuel Macron découvre aussi un palais en mauvais état et donc il engage de gros travaux de rénovation et de modernisation. Oui, il y avait eu plusieurs messages d'alerte les années précédentes dans plusieurs rapports de la Cour des comptes qui pointaient l'état de dégradation très avancé du palais de l'Élysée. Alors on ne s'en rend pas compte comme ça quand on va à l'extérieur ou quand on se rend dans la salle des fêtes parce que il y a les ors, les moquettes et tout. Mais non, c'est vraiment un endroit où l'électricité n'était plus du tout aux normes, où dès qu'il pleuvait, vous pouvez avoir parfois l'eau qui s'infiltrait, y compris dans les bureaux des collaborateurs, dans les soupentes. Le plancher de la salle des fêtes, j'ai découvert dans cette enquête qu'en fait, qui était juste posé sur du sable, il n'y a pas de dalle, et donc en fait les planchers sont complètement moisis. Il arrivait aussi à Emmanuel Macron parfois de prendre des douches sans avoir de l'eau chaude pendant plusieurs jours. Le réseau Wi-Fi ne fonctionne pas. Enfin bon, c'est vraiment une maison en très mauvais état. La Cour des comptes avait chiffré à 100 millions d'euros quand même une restauration globale. Ses prédécesseurs, notamment François Hollande, avaient assumé de ne pas engager des montants si importants pour restaurer le palais pour des raisons politiques, mais Emmanuel Macron va considérer lui au contraire qu'il y a une impérieuse nécessité à le faire parce que l'Élysée c'est la maison des Français. Il y a cette phrase que Emmanuel Macron disait souvent, notamment dans le hall quand il voyait le marbre abîmé du hall d'honneur ou même un rideau déchiré, il disait qu'il avait honte de recevoir des interlocuteurs étrangers en voyant l'état dans lequel était le palais de l'Élysée. Et donc depuis 2017, tous les ans, il va entreprendre la restauration de différents salons, une remise en normes techniques, y compris dans les souterrains, les cuisines du palais présidentiel,
présidentielle, le Salon Doré, et donc 40 millions d'euros ont été engagés au cours des 8 dernières années. Emmanuel Macron a en quelque sorte 2 bureaux, c'est ce que vous racontez, le salon d'angle dans lequel il se retranche souvent pour ne pas être dérangé, et le salon doré, le somptueux bureau qu'on voit beaucoup en photo ou dans les allocutions. Ce bureau est collé à celui du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Qui est cet homme de l'ombre au palais et quel est son rôle ? On l'a souvent affublé de nombreux surnoms, comme le jumeau, le deuxième cerveau, le vice-président. C'est le seul qui a un bureau au premier étage du Palais de l'Élysée dans la partie centrale. C'est le seul qui a accès direct au Salon Doré, bureau d'Emmanuel Macron. Et lui se définit comme une tour de contrôle, c'est-à-dire que c'est le grand organisateur de la vie à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note qui ne passe pas et qui ne soit pas validée sans son concours. Rien ne va dans le bureau du président de la République sans passer par celui d'Alexis Kohler. C'est lui qui filtre tout, lui qui parfois même se permet d'intervenir dans l'agenda du président de la République, ce qui parfois d'ailleurs a pu agacer Emmanuel Macron. Si par exemple Emmanuel Macron avait prévu un dîner le soir, Alexis Kohler a décidé du jour au lendemain de le supprimer pour organiser une réunion de travail. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'influence, quelqu'un qui a beaucoup pesé aussi dans les choix politiques, dans les orientations faites par Emmanuel Macron. On se souvient par exemple la réforme des retraites. Lui, il poussait vraiment pour aller très loin dans le report de l'âge légal de départ à la retraite. Donc c'est quelqu'un qui a une très très grande influence auprès d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron dispose d'un bureau comme les précédentes premières dames dans l'aile Madame du Palais et vous le surnommez le bureau des pleurs. Pourquoi ? Ce bureau, il a la particularité d'être lui aussi dans l'aile Est, donc là, cette partie où à l'étage il y a les appartements privés, et c'est souvent là où vont tous ceux qui n'ont pas accès directement à Emmanuel Macron, là où certains demandent un rendez-vous, une audience auprès d'elle pour essayer de faire passer des messages auprès du chef de l'État, donc c'est vrai que ça peut vite se transformer en bureau des pleurs. On sait qu'il y a parfois eu des tensions entre Brigitte Macron et Alexis Kohler, parce que Brigitte Macron a souvent reproché à Alexis Kohler de trop accaparer son mari, de trop charger son agenda. Et typiquement, Alexis Kohler ne mettait jamais les pieds à l'aile Madame. On fait un saut dans le temps, Olivier Beaumont, à la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron en 2022, au printemps 2022, beaucoup de ceux qui étaient rentrés avec lui au palais l'ont déjà quitté. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. Emmanuel Macron, dans son mode de fonctionnement, c'est quelqu'un qui use beaucoup les équipes, quelqu'un qui beaucoup en demande en permanence d'informations, de décryptage ou de conseils sur les éléments du monde et de la vie politique, quelqu'un qui organise aussi énormément de réunions, et donc il n'y a jamais de coupure avec lui. Le week-end, quand il s'en va de l'Élysée pour aller à la Lanterne, il part toujours avec des cartons de parapheur. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille trop d'ailleurs, dit son épouse Brigitte de lui, et donc ça use. Et puis ce sont des personnes qui ont une particularité, c'est qu'eux ne venaient pas de la politique, c'est-à-dire qu'ils ont une vie avant de connaître Emmanuel Macron, avant de s'engager en tout cas pour lui, et donc très naturellement ce sont des gens qui vont revenir à leurs affaires au bout de quelques années. Et ça vous le racontez dans votre livre. Au printemps 2022, 2 communicants du président, Clément Léonarduzzi et Jonathan Guémas, font aussi savoir au président qu'ils quitteront le palais même en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'il leur répond ? Oui, alors il lui annonce qu'ils veulent partir pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que ils ont aussi des vies de famille à côté. Et Emmanuel Macron alors il a souvent cette phrase, d'ailleurs, quand ses collaborateurs lui annoncent qu'ils vont partir, il leur dit on ne quitte pas le roi. Et quand effectivement Jonathan Guémas et Clément Léonarduzzi lui annoncent qu'ils partiront à la fin de cette seconde campagne présidentielle, il leur dit non mais partir pour des raisons familiales, ça ne fonctionne pas. Vous le regretterez et vous y reviendrez. Il avait tellement raison qu'en fait Clément Léonarduzzi, même si aujourd'hui il a pris d'autres fonctions, il reste encore très proche d'Emmanuel Macron. Et il avait aussi tellement raison que Jonathan Guémas finira lui-même par revenir quelques mois plus tard. Emmanuel Macron est réélu le 20 avril 2022, mais les élections législatives qui suivent au mois de juin donnent une majorité relative au camp présidentiel. À partir de là, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne
puis Gabriel Attal qui lui succède en janvier 2024 doivent composer avec une assemblée divisée en 3 blocs pour faire adopter les textes. Et on en vient au dimanche 9 juin 2024. Le chef de l'État annonce à la télévision qu'il dissout l'Assemblée nationale après la défaite de son camp aux européennes. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Olivier Beaumont, ce que vous révélez dans ce livre, c'est que le président avait pris cette décision depuis longtemps. Oui, alors il faut se souvenir, le 9 juin, tout le monde est abasourdi, la France entière, la classe politique, et y compris les propres troupes d'Emmanuel Macron, parce que personne n'était au courant de cette décision. Et puis, il y a tout un narratif qui va s'installer dans les jours qui vont suivre et que nous allons tous raconter, nous les journalistes politiques et les observateurs de la vie à l'Élysée, que cette décision aurait été prise au tout dernier moment, c'est-à-dire que le jour de l'élection européenne, enfin des élections européennes. Mais ce que moi j'ai découvert dans cette enquête, c'était que c'était un plan qui était beaucoup plus préparé que ça nous a été raconté. Le scénario de cette dissolution, il va être clairement préparé plusieurs jours auparavant, un mois avant. Emmanuel Macron avait déjà parlé à Brigitte Macron de cette idée d'annoncer cette dissolution. 15 jours avant l'annonce, Emmanuel Macron reçoit François Bayrou dans son bureau où lui dit qu'il a vraiment l'intention de dissoudre l'Assemblée le soir des élections européennes. François Bayrou l'alerte en lui disant qu'il ferait une erreur stratégique en faisant cette dissolution. Mais malgré tout, Emmanuel Macron, entouré de ses conseillers officiels et officieux, va continuer d'avancer sur ce chemin. Il a même donné un nom secret qui avait été donné à ce projet, c'est le Clisthène. Et donc le plan Clisthène consistait à annoncer le soir à 21h la dissolution, à envoyer à 21h30 tous les chapeaux à plumes de la Macronie pour expliquer les raisons de cette dissolution. Il consistait en fin de soirée à diffuser des photos, des annonces de cette dissolution aux membres du gouvernement par Emmanuel Macron. Donc il y avait toute une scénarisation qui avait été faite et il y avait même un nom qui avait été donné à la campagne qui serait menée dans la foulée, la campagne législative express. Ce nom s'appelait Fédération avec un S, qui était un rassemblement en fait de toutes les forces macronistes, sauf que le soir même de la dissolution, ça a fait un tel vacarme, une telle incompréhension, y compris dans les propres rangs de Renaissance, que tout ça va être rangé dans les cartons bien discrètement. Donc finalement, ce plan n'a pas été si bien préparé que ça. Il n'a pas été si bien préparé, il n'avait pas du tout anticipé, parce que Emmanuel Macron était sûr d'une chose, c'était qu'il était convaincu que la gauche n'arriverait pas à faire une liste unique. Et là, il a une erreur de lecture politique majeure, puisque très vite, les insoumis, la gauche et les écolos et les communistes vont former ce qui va s'appeler le nouveau Front populaire. Et vous racontez juste que le samedi, à la veille de la dissolution, Emmanuel Macron rencontre Nicolas Sarkozy, ils ont un échange, et Emmanuel Macron lui lâche une petite phrase qui, sur le coup, est un peu étrange. Elle est étrange, en tout cas, elle donne une bonne indication de ce qui va se passer le lendemain. C'était au moment des commémorations des 80 ans du débarquement en Normandie, et il y avait donc un dîner d'État qui avait été organisé à l'Élysée en présence du couple Biden, et nous sommes le samedi soir, donc la veille des élections, et au moment de raccompagner Nicolas Sarkozy vers la sortie, et il est 22h, 23h, et là Emmanuel Macron glisse à l'oreille de Nicolas Sarkozy, demain on va bien se marrer. Mais ils lui en dit pas plus. Et d'ailleurs, quelques jours auparavant, certains avaient observé des changements, même dans l'attitude des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, une forme d'excitation, d'adrénaline, de quelque chose qui se préparait. On sentait qu'un mauvais coup était en train de se faire. Après l'annonce de cette dissolution, quelle est l'ambiance à l'Élysée ? Ils continuent de penser qu'ils ont eu raison de le faire. Mais il y a une ambiance un peu survoltée, satisfait de leur coup, content d'avoir pris de court la classe politique, les observateurs, les journalistes, en étant persuadés qu'eux ont raison et tous les autres ont tort. C'est-à-dire que vous verrez qu'au moment des élections législatives, nous arriverons en tête. Ça revient un peu, pour ça je parle de la tragédie de l'Élysée, ça en dit long de l'enfermement, de l'isolement de ces gens-là, en fait, qui sont un peu coupés de la réalité, qui certes écoutent, mais n'enregistrent pas beaucoup, et une forme d'hermétisme comme ça, dans ces murs élyséens, qui fait que ils ont parfois du mal à écouter vraiment le bruit de l'opinion française. Pendant l'été 2024, une personnalité politique s'invite régulièrement dans le bureau d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. C'est Michel Barnier qui fait campagne pour qu'on le nomme à Matignon.
Il faut rappeler la situation, il n'y a pas de vainqueur des élections législatives. On a 3 blocs plus ou moins équilibrés entre le bloc gauche, le bloc central et le bloc mené par le Rassemblement national. Et donc il faut nommer un Premier ministre. Alors la gauche pousse beaucoup pour nommer Lucie Castet. Et là, du côté de LR, on sent qu'il y a une carte à jouer. Et donc il y a Michel Barnier qui connaît bien Alexis Collère. Et donc qui pendant tout l'été va faire une campagne en coulisses pour son propre nom. Certains vont le voir parfois arriver à bicyclette à l'Élysée, en passant par une des entrées sur les côtés, sur la rue de l'Élysée, donc très discrètement. Et donc il est plusieurs fois reçu par Alexis Collère en lui disant je suis l'homme de la situation, je peux arriver à réconcilier certains partis politiques, avec moi on pourra faire passer des lois. Et donc il y a une véritable campagne en coulisses qui est menée par Michel Barnier pendant cette époque-là, effectivement. Michel Barnier est nommé Premier ministre le 5 septembre, mais entre Emmanuel Macron et lui, le courant ne passe pas et c'est le début d'une période assez morose au château. Oui, parce que là, on entre clairement dans une période de cohabitation et les tensions arrivent très vite dès la formation du gouvernement parce que Michel Barnier a l'intention de mettre des figures dans son équipe qui sont très marquées à droite. Emmanuel Macron trouve même que parfois ça a l'odeur de l'extrême droite et il va s'en épancher à cette période-là auprès de certains de ses proches par texto en leur disant cette équipe n'est pas la mienne, ils me font honte. Enfin, ça va très très loin. Il y a vraiment du ressenti très négatif à ce moment-là du côté du président de la République qui est très seul. Clairement, on rentre dans la partie crépusculaire de son mandat alors qu'il n'a été réélu que depuis à peine plus d'1 an. Donc il lui reste encore plus de 3 ans et demi à tenir, mais on voit bien que c'est plus à l'Élysée que les choses se passent, que les visites se raréfient, que son influence s'est amoindrie et que le pouvoir se déporte maintenant clairement du côté de Matignon, et ça, il en est fort marri. Cette année, le jeudi 27 mars, Alexis Collère, le très puissant secrétaire général de l'Élysée, annonce son départ. Après 8 ans à son poste, une longévité assez rare, il vous avait confié, Olivier Beaumont, en septembre 2024, pour ce livre, qu'il ne resterait pas jusqu'à la fin du mandat. Il deviendra au mois de juin le directeur général adjoint du groupe Société Générale. C'est une très lourde perte pour Emmanuel Macron. Oui, c'est une perte colossale parce que c'est vraiment celui dans lequel il a la plus grande confiance. Comme Emmanuel Macron et Alexis Collère est un bourreau de travail, il aura fait 8 ans à l'Élysée. C'est quand même une longévité exceptionnel à ce niveau de responsabilité quand on sait l'engagement que ça requiert, et ce sont des fonctions qui essorent énormément. Moi, il se trouve que j'avais rencontré Alexis Collère pour ce livre à l'automne dernier. Il m'avait reçu longuement, on avait beaucoup parlé et il m'avait avoué dans le cadre de cette enquête qu'il n'irait pas jusqu'au bout du quinquennat. Il avait une idée assez précise du moment où il partirait. Alors, il n'avait pas voulu me dire quand, mais j'avais très bien compris à l'issue de cet entretien que c'était pour lui une question de 2 semaines ou de mois. Et c'est celui qui avait clairement la plus grande proximité avec Emmanuel Macron. Donc pour lui, ce départ signe clairement un changement, un après. Alors, on connaît son successeur, Emmanuel Moulin, qui est quelqu'un qui est déjà passé par l'Élysée, qui connaît bien Emmanuel Macron aussi, mais on n'est pas du tout dans la même relation. Et ça montre aussi aujourd'hui que les enjeux ne sont plus les mêmes que ceux du début du quinquennat. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on entre maintenant dans les 2 dernières années de sa vie de président de la République à l'Élysée. Là, Emmanuel Moulin, ce sera plus un gestionnaire des affaires courantes jusqu'au départ d'Emmanuel Macron. Olivier Beaumont, au moment où on enregistre cet épisode, qui reste-t-il finalement à l'Élysée des débuts, ceux qui étaient là en 2017, qui sont encore là aujourd'hui, à part Emmanuel Macron et Brigitte Macron? Il en reste 2. Il reste Tristan Bourmet, qui est le directeur de cabinet de Brigitte Macron, et Bruno Roger-Petit, qui est son conseiller mémoire, qui est un personnage en soi. Et d'ailleurs, je lui consacre quasiment un chapitre entier parce que c'est quelqu'un qui a une véritable influence auprès d'Emmanuel Macron, conseiller mémoire. Alors, le rôle de Bruno Roger-Petit, c'est d'organiser toutes ces séquences mémorielles qui ont lieu très régulièrement, les panthéonisations, les cérémonies de commémoration. Et c'est quelqu'un qui est très présent dans les réunions politiques d'Emmanuel Macron. Typiquement, c'était un de ceux qui militait pour la dissolution et qui s'en est épanché après dans
dans les médias, dans les jours qui ont suivi, qui s'en est vanté. Voilà, donc là, à ce moment-là, il y a eu une période de refroidissement entre Emmanuel Macron et lui, mais il est revenu en odeur de sainteté. C'est quelqu'un qui peut avoir un véritable pouvoir de nuisance aussi, c'est-à-dire que vaut mieux être ami avec Bruno Roger-Petit que d'être ennemi avec lui, c'est-à-dire parfois il a réussi à avoir la peau de certains collaborateurs avec qui ça se passait pas bien du tout. Et puis c'est quelqu'un dont le bureau est installé de manière très stratégique parce qu'il est dans l'aile madame. Donc il a une vraie proximité avec Brigitte Macron. Brigitte Macron l'adore. Et puis c'est quelqu'un qui fait de la politique, Bruno Roger-Petit. Emmanuel Macron apparaît presque comme le seul qui n'a pas été usé par le pouvoir et par ses lieux. Non, parce que le pouvoir est une drogue, le pouvoir est une adrénaline du quotidien et plusieurs membres du gouvernement ou certains amis proches du chef de l'État m'expliquent que pour lui, en fait, la came est trop bonne. Enfin, je reprends les propos qu'on me dit. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir indéniablement, d'être celui vers lequel tout le monde se tourne, d'être central. Quand on l'interroge sur son rapport à cette maison à l'Élysée, tout renvoie au code monarchique. Et donc Emmanuel Macron, il joue de ça. Et par exemple, quand il va d'une pièce à une autre pour une réunion, on sait qu'il va s'y installer avant même qu'il y arrive parce qu'il y a toujours une horloge d'officier qui est présente, toujours une boîte de mouchoirs, ses petits crayons, des petits blocs-notes. Si jamais il a la voix un petit peu enrouée, il y a un petit pot de miel, et d'autres choses comme ça dans les codes. Quand Emmanuel Macron descend les marches de l'escalier d'honneur, en fait, son interlocuteur doit toujours être à sa gauche et lui doit toujours être à droite pour pouvoir se tenir sur la rampe s'il en a besoin. Ce sont des règles un peu tacites comme ça, auxquelles tout le monde se plie, mais lui, il aime ça. Il aime ça, et d'ailleurs, les gens disent non, c'est plus son rapport à la fonction, au pouvoir qui l'intéresse, que l'attachement au Palais de l'Élysée en tant que tel. Dans votre enquête, La tragédie de l'Élysée, vous interrogez beaucoup de ses anciens conseillers, quasiment tous les premiers ministres de ces quinquennats. Les personnes que vous interrogez dans le livre n'imaginent pas Emmanuel Macron ne jamais retourner à l'Élysée après la fin de son quinquennat. Il faut savoir que quand il ne sera plus président, il n'aura même pas 50 ans. Oui, il est encore très jeune. Je pense que s'il avait eu la possibilité de se représenter pour un troisième quinquennat, la question ne se poserait même pas pour lui, il irait. En tout cas, tous ceux que j'ai interrogés sur cette question de l'après 2017, alors il y a deux choses. Ils disent tous qu'ils n'en parlent pas. C'est un peu le sujet tabou. Et tous l'imaginent effectivement remonter très vite à cheval pour la reconquête de l'Élysée en 2032. Merci Olivier Beaumont. Je rappelle que votre livre s'intitule La tragédie de l'Élysée, paru le 3 avril chez Robert Laffont. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous laisser des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et ne ratez pas Crime Story, notre podcast fait divers avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.